Et en fait, c'est marrant parce que je crois que c'est mon père qui m'avait dit, bah, au pire, tu fais une 4e année. Et moi, je lui dis, ouais, mais de toute façon, je veux pas faire de recherche, je veux enseigner. Et en fait, quand je disais, je veux pas faire de recherche, j'avais évidemment en tête, je ne suis pas capable de faire de la recherche. Et puis, j'avais l'impression que les chercheurs dans le bus, ils lisaient tous le dernier bouquin de leur théorie qui est sorti, tous en train de lire des articles. Et je me disais que leur livre de chevet, c'était la théorie de la probabilité selon machin. J'avais tout le temps cette impression-là, alors que moi, j'étais en train de lire le dernier Marie-Louise Clark qui était sorti, et que c'était vraiment ça qui m'intéressait, que je passais ma vie à aller dans les cours de fitness, etc. Et puis en fait, après, j'ai beaucoup discuté en fait avec cette personne. Elle m'a dit... non mais en fait c'est pas vrai, hein. Les chercheurs ils lisent des bouquins comme tout le monde, ils ont leur vie, ils font du sport, ils ont des enfants, ils ont des vies de famille, ils partent en vacances, en week-end. Et puis surtout elle m'a aussi dit, dans le métier d'enseignant-chercheur, il y a autre chose que la recherche. Je pense qu'elle m'a un peu ouvert aussi l'esprit, enfin fait comprendre que non, le métier d'enseignant-chercheur il est multitâche, et c'est ça qui est aussi beau dans ce métier-là, c'est qu'en fait il y a de la place pour tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour poursuivre cette première partie de saison dédiée au merveilleux monde des probabilités et statistiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maude Thomas, maîtresse de conférences à Sorbonne Université au laboratoire de probabilité, statistique et modélisation, et directrice de l'ISUP, Institut de statistique de l'Université de Paris. Son domaine de recherche est les statistiques. Et c'est une spécialiste de ce qu'on appelle la théorie des valeurs extrêmes. Comme son nom l'indique, c'est une théorie qui étudie les événements qu'on dit extrêmes. De tels événements, vous en connaissez en fait déjà. Des exemples ? Des vagues, d'une hauteur telle qu'elles vont dépasser la hauteur de la digue construite pour nous en prémunir, ou, sur une note encore moins joyeuse, les vagues de décès pendant l'épidémie du Covid. Ainsi, au vu de ces intérêts, vous ne serez pas surpris de découvrir qu'en plus de ces 2 casquettes déjà évoquées, Maude est également actuaire. Mais qu'est-ce que c'est exactement l'actuariat ? Je dois dire que j'en avais une vague idée, mais je l'ai moi-même découvert avec plus de précision à l'occasion de mon échange avec Maude. Les actuaires, ce sont des spécialistes de la gestion du risque. Leur travail, ça consiste à réaliser des études économiques, financières, statistiques pour évaluer des risques et répondre en fonction des résultats qu'ils obtiennent à des questions d'assurance, de prévoyance, etc. Comme à chaque fois, on reviendra sur son parcours, de ses années en classe préparatoire au lycée Fénelon à Paris, à l'ENS Rennes, en passant par son magistère à Orsay. Ce sera d'ailleurs l'occasion pour Maude de partager avec nous les doutes qui l'ont traversée à de nombreuses étapes et la façon dont elle les a gérés et dépassés. Dans sa carte blanche, Maude nous parle de la pluridisciplinarité dans la recherche, un sujet qui lui tient vraiment à cœur. Qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce que ça se traduit au quotidien ? Elle aborde la vision que les gens en ont, souvent erronée, et en quoi celle-ci devrait changer. C'était un plaisir d'écouter Maude. Je vous laisse découvrir son histoire et son enthousiasme pour chacune des facettes qui constituent son métier d'enseignante-chercheuse. Bonne écoute. Ok, et je vais boire un petit coup. C'est bon, t'as pas besoin de notes ou de choses comme ça. Non, je pense que ça va. C'est bon, t'es d'attaque. Tout est dans la tête, c'est bon, y a pas de souci. Ouais. Je pense. Enfin, j'espère. J'en suis sûre. Ok, ça marche. Bon écoute, on va démarrer alors. Donc bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maude Thomas, maîtresse de conférences à Sorbonne Université, donc au laboratoire de probabilité statistique et modélisation. Donc comment est-ce qu'on se connaît ? On s'était déjà croisés, puisqu'on est dans la même université, mais on a vraiment eu le plaisir d'échanger ensemble quand on a organisé avec 3 autres collègues une journée filles maths informatique, une équation lumineuse, où on a accueilli une centaine de lycéennes pour une très chouette journée, où on leur en a fait apprendre un peu plus sur le monde des mathématiques, les débouchés, les carrières possibles et les opportunités dont elles pouvaient bénéficier si elles se tournaient vers cette matière. Donc, je vais commencer par rappeler le plan de l'émission. Ça se découpe toujours de la même façon. Hein. Dans un premier temps, on revient sur ton parcours. On part du lycée et on va jusqu'à tes post-docs. Ensuite, on passe un peu de temps sur ta vie de chercheuse, ta vie actuelle. Et on termine avec ta carte blanche. Donc, je suis très heureuse de te recevoir parce que parmi les gens que j'ai reçus, souvent, il y a plusieurs niveaux d'interaction quand on fait des maths appliquées.
Et toi, tu fais partie des gens, si j'ai bien compris, tu nous en diras plus, qui sont très en contact avec des vrais gens, entre guillemets, donc des acteurs du secteur auquel t'appliques tes maths. Et ça, c'est un point qui m'intéresse, que tu pourras développer. Donc, on y reviendra après. Mais on va commencer par revenir sur ton parcours. Donc, on fait un petit bond en arrière, en 2004. Lycée Victor Duruy, c'est ça ? C'est ça. À Paris. Quel bac t'as obtenu, je suppose un peu ? Donc j'ai eu un bac S, très étonnamment. Comme tout le monde. Option mathématiques, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Option mathématiques. Et donc, du coup, quel était ton rapport à la matière au lycée ? Donc j'aimais beaucoup les mathématiques et j'avais déjà dans l'idée de vouloir être prof en fait de maths, et j'en avais parlé à ma prof de maths qui était en fait la même entre la première et la terminale, et qui m'avait dit oui c'est bien mais commencez quand même par une prépa et puis vous verrez après, et puis qui m'avait d'ailleurs dit n'oubliez pas qu'il y a Normal Sup et que ça pourrait être quelque chose. La première fois que tu entends parler de l'ENS, donc l'école normale supérieure, c'est par cette prof à qui tu manifestes ton goût pour les maths. Et pour les maths et l'enseignement, en fait. L'enseignement. Donc ta porte d'entrée, c'était plutôt vers l'enseignement. Ouais. Ok, parce que t'as un intérêt particulier depuis toujours à diffuser les connaissances. Ouais, je pense que j'aime bien expliquer et essayer de même simplifier, ou en tout cas trouver une formulation, une façon de faire comprendre des choses qui peuvent de prime abord paraître difficiles, et je pense que les maths font partie de ces choses-là. Ok, et tu t'en sortais bien, t'étais bonne, ça marchait bien ? Oui, ça faisait partie de ma matière confortable, on va dire. Ok, et donc à ce stade, c'est plutôt l'enseignement dans lequel tu t'es naturellement projetée. Est-ce que quand même tu connaissais les métiers de la recherche ? Alors, mes parents sont universitaires. Alors, en fait, ils sont médecins avec... ils sont ce qu'on appelle PUPH. Donc, ils ont une partie universitaire, une partie hospitalière. Donc, je connaissais... mais en fait, je pense que dans le métier de mes parents, j'avais plutôt en tête le côté médecine. Et je sais pas exactement ce que je comprenais de la partie recherche, bien que ma mère était très active en recherche. D'accord. Ok, donc tu avais une vision peut-être un petit peu floue via tes parents, mais par exemple, la recherche en mathématiques, est-ce que même c'est quelque chose que tu savais qu'on pouvait faire ? J'ai pas trop de souvenirs, je pense que j'envisageais même pas, et donc est-ce que c'est parce que je connaissais pas du tout, ou est-ce que c'est parce que en fait je pensais pas pouvoir... Je pense que je connaissais pas spécialement. Ouais. Ok, donc les maths t'aimais bien, cette prof t'a dit l'enseignement c'est quelque chose qui t'intéresse, dirige-toi naturellement vers les classes préparatoires. Donc classe préparatoire au lycée Fénelon, toujours à Paris, c'est ça ? C'est ça. Et donc naturellement la question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que ça s'est passé ? Comment t'as vécu ta période en prépa ? Parce que y a pas toujours les mêmes sons de cloche selon les gens. Je pense que ma première année, ça s'est plutôt bien passé. Alors, ce qui est... moi, ça me fait rire, mais en fait, quand je travaillais à la fois les maths et la physique, j'avais des notes, on va dire, correctes dans les deux. Et en fait, au deuxième trimestre, je pense que j'avais vraiment des très bonnes notes en maths. Enfin, ça commençait à bien venir et j'étais contente. Je sais pas, je devais être dans les 5 premiers de ma classe, donc j'étais contente. Mais par contre, mes notes en physique, elles baissaient vraiment. Et je me suis dit, j'ai qu'à travailler en physique, comme ça, j'aurai des bonnes notes dans les deux. Oui, du coup, mes notes en maths ont baissé, donc du coup, j'ai un peu moins travaillé la physique. Mais on va dire je pense qu'en maths sup, ça allait. En maths spé, c'était un peu difficile. Et notamment, donc j'ai fait 5,5. Je savais un peu que je voulais pas forcément faire une école d'ingénieur. J'ai fait 5,5, je pense, parce que je voulais quand même être confortable en maths. D'accord. Et puis je pense que j'avais une sensation de pas être allée au bout de ce que je pouvais faire. Pas en me disant j'ai plein de notions à approfondir en maths, j'avais pas forcément, je pense, cette maturité-là. Mais par contre, je me suis vraiment dit, en fait, je suis pas allée au bout. Et à la fin de ma spé, j'avais entendu parler du magistère à Orsay. Ouais. Et j'en avais parlé à mon prof, et qui m'avait dit non, mais un magistère, ça va être trop dur. Et mes parents m'ont dit non, mais en fait, parce que donc le magistère, c'était juste une inscription supplémentaire en plus de la licence. Et donc, si ça marchait pas, juste j'arrêtais le magistère. Oui, en fait, pour réexpliquer, mais on l'avait déjà mentionné dans des épisodes, notamment l'épisode de Ramla, c'est tu suis la licence, et il y a quelques cours en plus. C'est un parcours un petit peu plus exigeant. En fait, c'est un parcours intensif par rapport au truc classique. Ouais. Et donc, j'avais pas spécialement de risque à tenter. Et en fait, j'ai bien fait de tenter, parce que ça s'est très bien passé jusqu'au bout.
Donc, en effet, là, autant, par exemple, en terminale, ma prof, elle m'a poussée dans le bon sens. Ouais. Autant là, si je l'avais écoutée... Et donc, là, tu viens de nous dire que finalement, ça s'est plutôt bien passé, c'était pas si difficile. Est-ce que tu as eu l'impression de devoir vraiment hausser ton niveau par rapport au lycée ou c'était assez dans la continuité Alors, j'ai dû hausser, ou en tout cas, j'allais dire changer ma façon de travailler. C'est quand même pas tout à fait le même fonctionnement. Je pense que j'ai été marquée comme beaucoup par le premier chapitre de maths. On commence par définir des notions. J'ai presque un souvenir d'avoir défini ce que c'était qu'une définition. Ça m'a vraiment marquée. Parce que c'est quand même spécial. Okay. Donc, du coup, tu vas, comme tu dis, au bout des choses. Donc, tu refais cette année. Le magistère que tu visais, ça a marché. Et donc, tu débarques à l'université Paris-Sud. Donc, en L3, puisque je rappelle, quand on sort de la prépa, on arrive en 3e année de licence. C'est ça. Et donc, là, ça m'intéresse parce que tu arrives là-bas avec ton vécu de prépa et tu déboules sur le système de fac, qui est quand même vraiment pas du tout la même chose. Donc, comment ça s'est passé, ce changement d'environnement? Comment tu l'as vécu? Alors, je pense que le magistère d'Orsay, à l'époque, c'est un peu spécial parce qu'en fait, on devait être... on n'était pas beaucoup dans la promo de la L3 maths fondamentale et appliquée. Parce qu'il y en avait une autre, en fait, j'ai oublié son nom. Et en fait, je pense qu'on était, je sais pas, j'ai envie de dire 40, mais j'ai même envie de dire 30. Et je pense qu'on était à 99%, on sortait de prépa. Ok, d'accord. Donc... En fait, on était dans le système de fac, mais déjà, la promo était petite. Ouais. Ne serait-ce que ça, sans forcément parler du fait qu'on venait tous de prépa. C'était une toute petite classe, en fait. C'était comme une classe de prépa. Ouais. Donc, j'ai pas senti une énorme différence, à part que... mis à part le fait d'avoir cours dans une salle de cours de lycée, j'avais cours dans un amphi qui était, du coup, pas forcément très rempli. Mais par contre, moi, là, je me suis beaucoup plus sentie dans mon élément. Je pourrais jamais répondre si, en ayant fait une L1 et L2 à l'université, ça m'aurait convenu. J'en sais rien puisque j'ai pas essayé. Et notamment, par exemple, dans des amphis de 300, je ne sais pas. Mais, oui. Mais par contre, en arrivant à Orsay, moi, c'est enfin le moment où je me suis sentie à ma place, que ce soit par rapport au lycée ou par rapport à la prépa. Ah ouais? Comment ça? Je sais pas. Je suis pas capable d'expliquer, en fait, mais c'était un environnement dans lequel j'étais bien. D'accord. Et même avec les personnes, parce que d'ailleurs, j'ai gardé peu de contact avec les gens avec qui j'étais au lycée ou en prépa. Par contre, les personnes que j'ai rencontrées à Orsay, c'est toujours des amis très proches. Et donc, je pense que c'est lié aussi. J'ai des très très bons souvenirs de ma période à Orsay. D'accord, donc ouais, c'est plutôt en termes de ressenti finalement que oui. Là, vraiment, t'avais l'impression. Ouais, puis je pense que la façon de voir les cours, je sais pas, c'était... Alors en effet, il y a peut-être plus cet effet concours qui aussi, il y a plus des, par exemple, il y a plus des contrôles, toutes les 3 semaines, j'ai envie de dire, ou voire toutes les semaines. Et là, en fait, c'est qu'il y a, en effet, on avait du contrôle continu, on avait des partiels mi-semestre, puis les examens à la fin du semestre, mais c'était confortable en fait. Je pense, peut-être que j'avais plus le temps de travailler et je dirais pas forcément qu'il y avait moins de travail parce que ça restait une année quand même exigeante. Mais c'était pas la même façon d'aborder les choses, en fait. Je pense que c'était plus posé. Et j'y étais bien, je pense. Ouais. Et puis, en plus, aussi, t'avais plus que des maths. Ouais. Donc, je pense que c'est ça, tout à fait. Il y avait plus que des maths, et ça, je pense que j'aimais bien ça. Et donc, ouais, en parlant de ça, tu peux nous dire un peu quel type de maths tu y as étudié et si t'avais déjà commencé un petit peu à faire des choix dans les maths là vraiment j'avais des maths j'avais de tout, hein. Donc il y avait à la fois de l'analyse, on avait il y avait vraiment l'algèbre de base et en plus je pense qu'on a un peu quand même repris des trucs de prépa. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi qui était confortable, c'est de revoir des choses qu'on sait déjà et puis d'aller plus loin. C'est quand même c'est confortable. Moi j'aime bien quand on me raconte une histoire que je connais un peu déjà. Et puis après, en fait, au second semestre, on a commencé les probas. Et mon premier rapport aux probas a été dur parce que c'est la partie proba discrète qui est du dénombrement. Et concrètement, c'est vraiment difficile. Et moi, du coup, je m'étais dit, oh là là, mais je croyais que j'allais aimer ça. En fait, c'est la catastrophe. Et puis, en fait...
J'en ai parlé un peu, même à des gens. J'en ai parlé avec mon père qui connaissait. Il m'a dit, mais en fait, les probas, c'est pas vraiment ça. Tu vas voir, quand on va commencer les probas continues, ça va être vachement mieux. Et en effet, quand j'ai attaqué, c'était beaucoup mieux. Et donc, en effet, je crois que j'aimais bien ce côté. En fait, j'ai été attirée, je pense, par ce côté un peu proba, parce qu'il y avait le côté appliqué qui me paraissait assez évident. Le lien était facile. Et même, je crois qu'on avait eu un cours. Je crois qu'il y avait un cours mathématique pour la biologie ou un truc comme ça au premier semestre, et j'avais dû le choisir. En fait, je pense que j'avais déjà cette appétence pour le côté appliqué. Mes parents étant médecins, je pense que j'aime en fait la médecine. D'ailleurs, je m'étais posé la question de vouloir faire médecine. Ah d'accord. Alors en fait, en ayant discuté avec mes parents, je pense que j'aurais pas aimé la première année. Mais par contre, je pense que ça m'intéressait. Et donc, j'ai poursuivi en fait dans ce côté, dans les maths aléatoires, j'ai envie de dire, parce qu'après, j'ai fait plus de stats, parce que j'aimais justement ce côté appliqué. C'est intéressant ça. Ouais, donc toi, par exemple, moi je suis pareil que toi. Hein. Vraiment, j'ai besoin que les maths représentent quelque chose de concret en fait, parce que je trouve qu'en plus ça aide à l'intuition. Mais donc ouais, les maths les fondamentales comme on les appelle, c'est quelque chose. J'aime ça, j'aime la théorie et j'ai besoin d'en faire et j'en fais toujours. Mais comme tu dis, j'ai besoin d'avoir un impact sociétal dans ce que je fais. Ah ouais, donc c'est même plus que ce que je dis. Toi, c'est vraiment moi, tu il faut mets qu'il y ait le mot un impact sociétal. Il faut que je me dise, ça sert à... Enfin, il y a un besoin. Donc après, ça peut être de la théorie pure, mais parce qu'il faut développer une méthodologie ou un modèle ou quelque chose, parce que ça bloque pour que derrière, on puisse aller avoir cet impact. Il y a une notion d'utilité, en fait. Ouais. Ça, je trouve ça chouette que tu dises ça, parce que effectivement, donc... Toi comme moi, on est hyper impliqués dans le fait d'aller parler de notre métier auprès des plus jeunes pour essayer un petit peu de leur faire comprendre en quoi il consiste et pourquoi on l'aime et pourquoi pour nous c'est le plus beau métier du monde. Et un des aspects qu'on aime bien mettre en avant, qui est pas si souvent mis en avant que ça, c'est l'utilité. Oui. Alors les maths, il y a plein de choses qu'on peut coller à elles. La beauté, moi je trouve que c'est extrêmement beau. Il y a aussi la rigueur, ça c'est ce que les gens collent plus facilement. Mais l'utilité, concrètement, c'est utilisé pour faire ça, pour faire ci, parce que souvent on sait, mais à quoi ça sert les maths ? En fait, moi ce truc que tu utilises. On m'a demandé de participer à un truc qui s'appelle Parole de chercheurs et de chercheuses. On vient expliquer le métier d'enseignant-chercheur à des lycéens. Et moi, je leur ai vraiment demandé, en fait, vous savez à quoi servent les maths ? Et en fait, il y en a très peu qui me répondent, par exemple, quand je commande un Uber. Ouais, oui. Et en fait, oui, alors, c'est moins vrai maintenant qu'avant, mais quand il y avait les Uber Pool où ça optimisait le trajet pour aller déposer quelqu'un, récupérer un autre, oui, il y a des maths derrière. Et en fait, ils se rendent pas compte, je pense qu'ils y réfléchissent même pas que quand ils utilisent leur téléphone tous les jours, il y a des maths derrière. Et en fait, on utilise les maths tout le temps. Et ça, voilà, c'est... En effet, c'est important, je pense, de le rappeler. Ouais, carrément. Donc j'ai l'impression que tu avais déjà quand même une petite préférence qui se dessinait vers les probabilités. Donc, comme tu l'as dit, tu reviendras dessus. Toi, maintenant, tu fais des statistiques. Hein, c'est la même famille de mathématiques. Donc, avant qu'on détaille ça, cette année-là, quand tu es arrivé, donc là, on est maintenant en 2008-2009, Master 1. Donc, tu as continué à Paris Sud. Cette année-là, tu as également passé donc le concours de 3e année de l'ENS Cachan. Donc, ça, c'est à nouveau quelque chose qu'on avait déjà évoqué. Mais l'ENS, soit on l'intègre directement après la prépa, mais il y a aussi des passerelles pour rejoindre l'école en cours, donc, dont ce fameux concours. Donc d'abord, comment est-ce que tu en as entendu parler ? Eh ben, en fait, j'étais amie avec un groupe de filles et elles avaient dit, moi, je passe le concours pour entrer à l'ENS Cachan. De 3e année. Et moi, en fait, j'y avais même pas réfléchi. Je pense que je savais même pas que ça existait. Et encore une fois, là, pour le coup, je pense que autant j'avais contré mon prof de prépa en disant j'irai à Orsay et en magistère, autant là, je pense que je me sentais pas capable. Et en fait, elles avaient fait des sessions où elles révisaient. Alors, je pense que je suis pas allée... Enfin, si j'ai dû assister à 2-3, mais je me suis dit, ok, je vais m'inscrire aussi après tout. Et je pense qu'il y avait encore un côté, comme au lycée, je vais faire comme les autres. Et en fait, je me suis inscrite, je suis allée passer le concours. Et en fait, quand j'ai vu les résultats et j'ai vu que j'étais admissible, en fait, j'en revenais pas du tout. Et vraiment, alors je dis pas que c'est du hasard, mais c'est vraiment
bah il se trouve que voilà, c'est la bonne rencontre au bon moment et j'ai suivi. Et en fait, c'est ça qui a marché. Et après, bah j'ai passé les oraux et alors les oraux, je les ai travaillés du coup parce que je me suis dit bah en fait il y a une possibilité, donc allons-y. Et en effet, bah je suis rentrée donc ce qui s'appelle maintenant le ENS de Rennes, mais à l'époque c'était l'antenne de Bretagne de l'ENS Cachan, donc je suis partie à Rennes. Ok. Donc du coup tu intègres l'antenne de Rennes, donc ça veut dire que tu quittes Orsay, donc tu quittes la région parisienne aussi. C'était la première fois. Oui. T'arrives en Bretagne. Tout à fait. Donc comment ça s'est passé? Bah j'étais assez contente en fait. Je me disais je vais découvrir un nouvel endroit et puis en fait je partais quand même avec des amis. Et en fait j'avais 2 amis très proches qui partaient avec moi, donc j'étais pas spécialement inquiète. Je suis arrivée là-bas entre le M1 et le M2. Entre le M1 et le M2. Parce que du coup, à l'époque, alors c'est plus le cas, mais on passait la grègue entre le M1 et le M2. Et d'ailleurs, quand j'étais à Orsay, je crois qu'à ce moment-là, j'avais décidé que je voulais pas enseigner. Et donc, j'avais parlé à une de mes profs en disant, mais du coup, est-ce que ça me sert Et en fait, mes enseignants m'ont répondu ce qui répondait à tout le monde. En fait, c'est une très bonne formation. Passez la grègue, même si jamais vous avez pas envie d'enseigner, vous l'aurez. Et puis même si jamais ça passe pas, bah, c'est pas grave, vous aurez fait la prépa agrègue, qui est une très bonne formation. Alors pour le coup, moi, l'année d'agrègue a été un peu plus dure que mes années de prépa, par exemple. Ça a été un peu difficile. Mais ça, moi, c'est une année qui a été assez dure. Parce que énormément de travail. J'ai plus travaillé qu'en prépa. Et je pense que j'avais peur de décevoir moi-même, peut-être en commençant, mais peut-être d'autres gens. Mais enfin, je comprends complètement. Moi, à titre personnel, de toute ma scolarité, si je mets tout mon année que j'ai trouvé la plus difficile, c'est moi, la ça a été prépa vraiment grecque. dur. Et largement. Quand j'explique pourquoi j'ai mal vécu mon année de prépa grecque, c'est parce que je disais, mais parce qu'en fait, bah, si je voulais, je pourrais ne jamais arrêter de travailler, puisque j'avais toujours un truc à faire. C'est ça. Donc quand j'arrêtais, c'était vraiment parce que je disais, voilà, j'en peux plus, il faut que j'aille dormir, quoi. Mais c'est pas je parce pense que j'avais c'est vraiment fini. l'effet concours. Et en plus, là, il y a un concours. Je savais qu'il y avait quand même pas beaucoup de place. Et c'était vraiment stressant. Et je me rappelle même avoir dit à mon père, par exemple, que j'étais dans un état en révisant mes oraux. Il m'avait dit, mais de toute façon, tu veux... Parce qu'en plus, c'est ça qui est marrant, c'est qu'à Orsay, j'ai changé. Et je m'étais dit, mais je veux plus enseigner. Ouais. Et du coup, il me disait, mais de toute façon, tu veux pas enseigner. Donc, qu'est-ce que ça peut te faire si tu l'as pas? Et en fait, il me dit, bah voilà... t'y vas, et puis si tu l'as pas, c'est pas grave. Et à partir de ce moment-là, je me suis un peu calmée. Et bon, j'étais toujours stressée, hein, mais ça allait mieux. Et je suis contente d'avoir passé mes oraux dans les premiers, mais après, j'ai mis du temps à redescendre. C'est-à-dire qu'en m'endormant, je me disais, alors cette leçon-là, elle commence par quoi? Et je me dis, non, mais arrête de réfléchir, c'est fini. Alors, c'est vraiment ton expérience. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a une expérience qui fait autant écho à la mienne. En général, c'est pas les mêmes, quoi. Moi, c'est pire que ça. J'ai passé mes oraux, je suis rentrée, j'ai continué à travailler. Oui, parce que j'arrivais pas à décrocher, quoi. C'est comme quand on descend d'un vélo après avoir beaucoup pédalé, les jambes, elles marchent pas normalement. Mais non, c'est ça. C'est exactement. Et donc, il fallait que je pouvais pas, quoi, arrêter d'un coup. C'est comme si moi, j'utilise une analogie assez similaire. C'est comme si tu cours à fond, il te demande de t'arrêter d'un coup. C'est ça, exactement. Tu décélères, quoi. C'était vraiment voilà. Et bon, en fait, du coup, les résultats, je les ai appris parce que j'ai une amie qu'on connaît d'ailleurs en commun, c'est Nina, qui m'a appelée. Et je me disais, bah si elle m'appelle, a priori, c'est que c'est bon, parce que sinon, elle m'aurait peut-être pas appelée. Ouais. Donc ça a été, mais c'était vraiment là, ce qui était vraiment super, c'est qu'on était un groupe de 5 et on s'est vraiment, enfin même 6, on s'est vraiment soutenus à fond. Ça a été révisé à la campagne, les écrits, et je pense que ça a vraiment joué. Ouais. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on est toujours aussi proches toutes les 6. Ah bah oui, c'est dans l'adversité, ça crée des liens. C'est ça. Et alors, donc, ce qui m'intéresse, c'est que justement, j'allais le relever. Tu dis qu'à ce stade-là, tu voulais plus être enseignante. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? À quel moment ça a changé? Et qu'est-ce que tu voulais faire du coup? Je sais pas. En fait, je sais pas ce qui a changé. Mais alors, je pense que j'ai toujours eu un côté où je voulais aller, en effet, je voulais aller le plus loin possible, un peu comme en prépa quand j'ai fait 5,5. Donc en fait, je suis arrivée, en fait, j'avais toujours un cran d'avance. C'est-à-dire quand j'étais en L3, je voulais être en M1. Quand j'étais en M1, je voulais être en M2. Et donc je pense que là, j'étais déjà en train de me dire, je vais faire un M2. Et à Orsay, je m'étais dit, je vais faire un M2 recherche parce que c'était quand même dans l'air du temps. Et en effet, par exemple, je pense quand j'étais en M2, bah, je voulais faire une thèse. Et donc je suis revenue à Orsay. Parce qu'en fait, en M1, j'avais fait ce qu'on appelle un TER, donc c'est les travaux d'études et de recherche qui sont encadrés par des enseignants.
avec Elisabeth Gassia, qui était responsable du M2, qui était co-responsable du M2 Probastat à Orsay et qui s'occupait plus particulièrement de la partie stat. Et en fait, donc, à ce moment-là, comme je savais pas encore que j'allais rentrer à Cachan, je lui avais dit, bah oui, moi je voudrais faire un M2, le M2 Probastat, c'est ça qui m'intéresse. Elle m'a dit, bah passez la Greg et puis vous rentrerez en M2. Et en fait, quand je suis partie à Cachan, elle m'avait dit, voilà, allez passer la Greg à Rennes et puis on vous retrouve en M2. Et donc, si on balaye tous ces endroits que tu as visités, donc t'as L3 à Orsay, ensuite t'as L3 et ton M1, ensuite ton année de prépa à Greg et ton retour en M2 à Orsay, est-ce qu'il y a un cours qui vraiment t'a particulièrement marqué et qui ressort? Alors, je pense que le cours qui m'a particulièrement marqué, c'est le cours de la théorie de la concentration en M2 avec Pascal Massard, et ce qui est une de mes thématiques de recherche. Je pense que c'est vraiment un... Alors, c'est marrant parce que c'était pas un cours qui était enseigné de manière scolaire avec l'enseignant qui écrit au tableau. En fait, on avait des chapitres du livre qui est sorti pendant que j'étais en thèse. Mais je pense que alors c'est marrant parce que j'ai un côté très scolaire et j'aimais bien pouvoir recopier, reprendre mes notes proprement. Mais je pense que ce cours-là, simplement la technique mathématique me plaisait et j'ai beaucoup aimé cette matière-là. Au point que ça a influencé après derrière ça a influencé mon choix de thèse, ouais. Ton sujet de recherche. Ok, et donc t'étais en M2 à Orsay et par contre, quand je vois ton CD, après je vois doctorat à Paris 7. donc sous la direction de Stéphane Boucheron, donc je vais donner le titre, on en reparlera après. Résultat de concentration en théorie des valeurs extrêmes. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu t'es retrouvé là-bas, comment le projet s'est monté? Donc j'avais justement, donc la concentration me plaisait et donc j'étais allée voir Pascal Massard en lui disant j'aimerais faire une thèse en concentration. Et il m'avait dit d'accord, je vais réfléchir et voilà, je reviens vers vous. Et en fait, donc Elisabeth Gassia, en fait, on était une petite dizaine, je pense, à faire le M2 Probastat côté stat. Et donc, vraiment, elle nous recevait au début de l'année en nous demandant ce qu'on voulait faire après, si on voulait faire une thèse, si oui, à l'étranger, etc. Donc, en fait, elle savait que je cherchais une thèse. Et en fait, il se trouve que Stéphane Boucheron est un co-auteur et ami d'Elisabeth. Donc, Stéphane, en fait, avait dû envoyer un mail à ses collègues en disant j'ai un sujet de thèse, je cherche un doctorant. Et donc, Elisabeth est venue me voir en me disant j'ai un collègue qui cherche un doctorant pour faire une thèse avec de la concentration. Et donc après, j'ai rencontré Stéphane et qui m'a en fait parlé de mon sujet de thèse. Et donc, moi, il y avait de la concentration et ça avait l'air de me plaire. Et donc, j'ai dit, banco, on y va. Ok, tu peux nous expliquer de quoi parlait ta thèse? Peut-être avant, peut-être ça vient naturellement dans ce que tu vas nous expliquer, mais qu'est-ce que c'est que les problèmes de concentration? Parce que mot, on le connaît, mais... Donc, la théorie de la concentration, c'est une branche... En fait, c'est des probabilités. C'est pas de la statistique, ça fait partie plutôt des probabilités, mais c'est très utilisé en statistique. Et en fait, c'est en gros, on essaye de quantifier la probabilité qu'une variable aléatoire s'écarte de sa moyenne. Donc, la probabilité que ça s'écarte de la moyenne, c'est ça. Donc, si je donne une image pour les auditeurs, pour les raccrocher, si on prend une classe avec des gens, on prend leurs notes. C'est ça. Ok. Donc, on fait la moyenne de leurs notes. On obtient donc cette quantité. Et donc, on s'intéresse à, quand on va prendre une note au hasard parmi les est-ce qu'elle est très proche de la moyenne ou non? Est-ce qu'elle est proche ou non C'est ça. De la moyenne. Et donc, on est capable de s'intéresser... il y a des techniques, du coup, en théorie de la concentration, pour essayer d'obtenir des quantifications. En fait, c'est des majorations, mais de la probabilité qu'on s'écarte de la moyenne. Ok. Donc ça permet notamment de faire plein de choses en statistique, comme ce qu'on appelle la sélection de modèles, c'est-à-dire choisir parmi tous les modèles possibles lequel sera le meilleur en un certain sens. Et donc en statistique, quand on veut faire des estimations, on a des données, et évidemment on a un nombre fini de données. Ouais. Dans la vie, on peut pas avoir une infinité de choses. Et en fait, la plupart des théories en statistique sont ce qu'on appelle asymptotiques, c'est-à-dire que on imagine qu'on fait tendre le nombre de données vers l'infini. D'accord. Et la concentration, en fait, c'est une théorie non asymptotique. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille, si on utilise la concentration en statistique, on travaille à taille de données finie. Donc ça, c'est la concentration
et la théorie des valeurs extrêmes, qui est l'autre en fait théorie que j'ai beaucoup utilisée dans ma thèse. Donc c'est la théorie qui étudie les événements qu'on dit extrêmes. Donc les événements extrêmes, c'est dès que l'intensité ou la sévérité de l'événement va dépasser un certain seuil. Donc si je prends par exemple les digues, bah, à partir du moment où les vagues vont dépasser la hauteur de la digue, il va y avoir, si ça devient de pire en pire, une inondation. Et donc là, on est dans un événement extrême. Si par exemple, je prends les épidémies, alors si je prends le Covid, eh ben, en fait, ce qu'on a pu voir, c'est que entre chaque vague, ben, on a pu voir qu'à chaque fois, on venait de pire en pire. C'est-à-dire qu'on se disait, on va jamais dépasser ce nombre de cas. Et en fait, on est arrivé en janvier, alors 2022 ou 2021, je ne sais plus, et ça, 2021, je pense, et ça a vraiment explosé avec Omicron. Ça y est, on est arrivé, voilà, on a dépassé un nombre de cas qu'on n'imaginait même pas. Ça, c'est vraiment la théorie des valeurs extrêmes, c'est pouvoir, en gros, estimer la probabilité de voir des événements pires que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ah bah alors là, t'es dans l'air du temps avec des choses comme voilà, ça, alors, avec, oui, avec le réchauffement climatique, on est en plein dedans. On est en plein dedans, et c'est pour ça que c'est un peu mon fond de commerce. Et du coup, c'est d'envisager pire que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et si on utilise la théorie statistique classique, en gros, on va toujours répondre que les probabilités de voir des événements pires que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est 0. Parce qu'en fait, la théorie classique de la statistique, par exemple, si je lance un dé 1000 fois et que je compte le nombre de fois, je suis tombée sur 6. Si jamais j'ai jamais eu 6 parce que j'ai pas eu de chance à mon lancer, je vais dire la probabilité de tomber sur 6, c'est 0. Bon, en fait, nous, on sait bien que c'est pas le cas. Bon, là, c'est pas un événement extrême, mais en fait, si jamais je veux dire quelle est la probabilité de dépasser le nombre de cas, par exemple, pour le Covid, de dépasser 200 000 cas. Si jamais on était au moment où on n'avait jamais vu 200 000 cas, bah, si j'utilise mes observations passées, je vais toujours dire non, mais c'est 0, on ne l'a jamais vu. Et donc, en fait, si j'utilise la théorie classique de la statistique, je vais toujours dire le pire, il s'est déjà produit, je le verrai jamais. Ou par exemple, si je me pose la question de quelle est la hauteur de la digue qu'il faut que je construise pour pas qu'il y ait une inondation plus de tous les 10 000 ans, ça c'est l'histoire de la théorie des valeurs extrêmes, ça a commencé comme ça. Si jamais je prends comme référence la vague la plus haute, je suis en train de considérer que le pire s'est déjà produit et que je vais jamais voir une vague plus haute que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Et donc le but de la théorie des valeurs extrêmes, c'est vraiment d'aller au-delà de ça. En fait, on dit qu'on va au-delà du support de l'échantillon, donc ça veut dire que je vais aller voir au-delà du maximum que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. On peut évidemment transposer toute la théorie dans l'autre sens. Parce que, par exemple, si on prend les précipitations et qu'on veut s'intéresser à la sécheresse, là, c'est que la quantité de précipitation est en dessous d'un certain niveau. Oui. Donc, c'est aussi un événement extrême. Oui. Donc, c'est soit au-dessus d'un très grand seuil, soit en dessous d'un très petit seuil. Les deux existent. D'accord. Et donc, le but, c'est que cette théorie-là, elle était essentiellement asymptotique. Tout était écrit pour n qui tend vers l'infini. Sauf que quand on étudie les événements extrêmes, en gros, on jette à la poubelle une très grande partie des données parce qu'on va s'intéresser qu'aux grandes observations, ou très petites. Mais en général, on raconte toute la théorie vers les grands et on transpose si besoin. Et donc, du coup, je vais en fait tout le cœur de mon échantillon, de mes données, je vais le mettre à la poubelle. Donc, ça veut dire que déjà, quand on est dans la théorie classique et on dit oui, si n est suffisamment grand, c'est OK. Mais là, en fait, et on jette une partie des données à la poubelle. Et donc, le but de ma thèse, c'était d'écrire, ou en tout cas de développer des résultats non asymptotiques en théorie des valeurs extrêmes en utilisant la théorie de la concentration. Waouh. Ok. Voilà. Ok, super. Et donc, du coup, toi, t'es dans un cas de figure où, parce que ça dépend beaucoup des gens, où le projet, quelque part, était déjà écrit et t'es arrivé dessus... Ouais. Donc moi, mon sujet de thèse, il était vraiment écrit. Et d'ailleurs, mon mémoire de M2 était le début de ma thèse. D'accord. Donc mon directeur de thèse, c'est parce qu'en fait, donc lui, c'était un des spécialistes de la théorie de la concentration. Et en fait, on lui avait demandé de donner le cours de théorie des valeurs extrêmes à Paris 7, enfin à Paris Diderot. Et donc en fait, quand il a approfondi cette théorie de la théorie des valeurs extrêmes, qui n'était pas à la base sa spécialité, il s'est dit mais on doit pouvoir faire des choses. Et donc c'est comme ça qu'il a lui proposé ce sujet de thèse là. Par contre, il y a une partie qui est arrivée en plus dans ma thèse, c'est que en fait il m'avait dit ça serait peut-être bien pour un recrutement. Donc là c'était purement théorique ce que je faisais. Il m'avait dit ça serait quand même bien d'avoir un peu des données
Et en fait, il avait vraiment en tête ce côté, quand on candidate maître de conf, c'est quand même bien d'avoir les deux pendant, l'appliqué et la théorie. Et donc, j'avais commencé un peu à chercher comment avoir des données. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec des épidémiologistes. Et au début, Stéphane était impliqué un peu dans les réunions. Puis en fait, au bout d'un moment, il m'a lâché, il m'a laissé voler de mes propres ailes sur ce sujet. Il y avait un chercheur côté épidémio plus senior en fait, et l'autre épidémiologiste, elle était en thèse comme moi. Et normalement, je devais participer au 2e article, qui était la suite. En fait, il voulait appliquer la théorie des valeurs extrêmes en épidémiologie sur la grippe. D'accord. Et sauf que en fait, ils bloquaient un peu. C'est-à-dire que eux, ils avaient quand même, les épidémiologistes, ils ont des belles notions quand même statistiques, ils connaissent bien. Mais par contre, à un moment donné, ils avaient besoin d'un peu d'aide quand même. Et donc en finale, en fait, j'ai repris la main sur le premier papier. Mais ça, du coup, ça a été ma première interaction avec des chercheurs d'une autre discipline que les maths. Et en plus, ce qui était sympa, c'est que ça, du coup, je l'ai fait sans mon directeur de thèse. Oui. Et en fait, donc j'ai participé à 1 ou 2 réunions et puis en fait, voilà. Alors c'est là où commencent un peu les choses que moi je trouve très intéressantes, c'est qu'ils s'intéressaient à ce qu'on appelle les excès de mortalité. Donc on n'est pas capable de donner le nombre exact de personnes qui décèdent de la grippe, parce qu'en général, les personnes décèdent des conséquences de la grippe. Donc par exemple une pneumonie. Et donc sur le certificat de décès, ce n'est pas écrit grippe. Oui. Et en plus, donc le virus de la grippe. Il y a 3 souches, mais très spécifiques. Et on peut avoir un virus ou des symptômes qui ressemblent à la grippe, ce qu'on appelle les syndromes grippaux, mais ce n'est pas causé par le virus de la grippe. Et en fait, pour savoir exactement si c'est la grippe ou non, il faut faire un test. Ouais. Sauf qu'à l'époque, on faisait pas des tests comme avec le Covid, et ça coûtait très cher. Et donc, du coup, en fait, on ne le faisait pas, et juste les médecins déclarent « Ah j'ai eu un cas de syndrome grippal ». Et donc, en fait, on ne sait pas exactement ce nombre. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont capables de donner, en fait, une espèce de... Ils ont l'estimation du nombre de personnes qui décéderaient en hiver s'il n'y avait pas d'épidémie de grippe. Et du coup, si on dépasse cette baseline un peu, ce nombre, on va dire... de base de décès sans virus de grippe, si on dépasse ça, ils savent que du coup, ils supposent que ces décès sont attribuables à la grippe. Et donc là, il m'avait dit, du coup, quand il y a pas d'excès, quand il y a plus les excès, on met 0. Et en fait, j'avais dû leur expliquer que dans une base de données, un 0 ou absence de données, ce n'est pas la même chose. Un 0, c'est une donnée. Absolument. Et pourtant, c'est des gens, vraiment les épidémiologistes, par rapport à certains chercheurs en mathématiques, ils ont une largement plus grande habitude de la donnée. Bon bagage. Et pourtant, voilà, là, il y avait un problème. Où ils me disaient, on veut pas d'excès négatifs. Enfin, ils vous avaient mis des excès négatifs aussi. Et je leur avais dit, alors en théorie des valeurs extrêmes, les excès sont jamais négatifs. Donc en fait, et là tout vient le dialogue pour en fait moi que je comprenne leur problématique et que je leur dise oui mais on peut pas appliquer ça mathématiquement comme ça marche pas. Et donc c'est tout un travail que j'ai fait pendant ma thèse et que j'ai beaucoup apprécié. Oui. Et du coup à part la théorie des valeurs extrêmes, les 2 parties de ma thèse se parlaient pas. C'est-à-dire que j'ai pas utilisé la partie théorique pour l'appliquer, c'est que j'ai vraiment fait 2 travails différents. Ok, super. Enfin, je trouve qu'on a une assez bonne idée quand même des choses qui t'ont intéressé. Donc, si on revient à des choses un petit peu plus pratiques, on laisse un peu la théorie. Ce qui m'intéresse, c'est comment tu as vécu cette expérience de doctorat d'un point de vue humain. Il y a eu une ambiance entre doctorants qui a été super, a vraiment simplifié les moments difficiles de la thèse. On s'entraidait mathématiquement, mais aussi moralement. On faisait pas du tout la même chose. En fait, en stats, on était très peu, on devait être 2 ou 3. Il y avait tous les probabilistes, les gens qui faisaient de la finance, etc. Mais en fait, c'est pas grave. Parfois, on posait des questions de maths quand même aux autres. Et puis, parfois, on est juste dire, j'y arrive pas, je suis fatiguée, j'en ai marre. Et ça fait vraiment du bien, on allait prendre nos cafés ensemble. Mais à ce moment-là, je pense que j'ai commencé à douter et j'arrivais au bout de ma thèse. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai mis un pied devant l'autre toutes mes études avec cette sensation, je dois aller au bout. Et en plus... Donc moi j'ai fait 4 ans de thèse, mais en fait mon premier article a été publié très vite et après il y a eu le creux de ça marche pas, on sait pas par où attaquer, ce qui est en fait normal mais quand on est en thèse c'est un peu stressant, on voit le temps qui passe
Et puis, comme mon article était publié, j'étais déjà invitée à présenter mes travaux, donc ça me prenait du temps parce qu'il fallait que je le prépare. Évidemment, en thèse, on prépare pas ça en claquant des doigts, donc voilà, ça me prenait du temps, c'était pas forcément facile. J'essayais de débloquer, j'y arrivais pas, je comprenais pas comment faire ça. Et je crois que je me rappelle justement, c'est là où aussi le contact avec les autres permanents est quand même important. Je passe dans le couloir, je croise quelqu'un et je devais parler aux autres doctorants en disant oh là là, je sais pas comment je vais m'en sortir. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a regardé qui m'a dit tout va bien. Et en fait, ça m'a marqué. Et ça m'est complètement resté. En fait, elle a l'air de me dire non mais en fait, t'inquiète pas, c'est la vie, c'est normal quoi. Dans la vie de chercheur, c'est comme ça. Et à ce moment-là, j'étais persuadée du coup de pas vouloir faire de recherche. Et je m'étais dit, je vais essayer d'aller enseigner en prépa. Pendant ma thèse, ça m'a beaucoup travaillé ça. Et en fait, c'est marrant parce que je crois que c'est mon père qui m'avait dit, au pire, tu fais une 4e année. Et moi, je lui dis, ouais, mais de toute façon, je veux pas faire de recherche, je veux enseigner. Et en fait, quand je disais, je veux pas faire de recherche, j'avais évidemment en tête, je ne suis pas capable de faire de la recherche. Et ça m'intéresse. C'est vraiment ça que j'avais en tête. Et je me disais, et puis j'avais l'impression que les chercheurs dans le bus, ils lisaient tous le dernier bouquin de leur théorie qui est sorti, tous en train de lire des articles. Et je me disais que leur livre de chevet, c'était la théorie de la probabilité selon machin. J'avais tout le temps cette impression-là, alors que moi, j'étais en train de lire le dernier Marie-Louise Clark qui était sorti. Et c'était vraiment ça qui m'intéressait. Très bon goût. Que je passais ma vie à aller dans les cours de fitness, etc. Donc, c'était pas du tout... J'avais vraiment une vie en dehors et j'avais cette impression que les chercheurs ne faisaient que ça. Et donc sauf que comme mon directeur de thèse, lui, me l'a dit, en fait, j'ai eu un soulagement en me disant ouais, ok, on va faire une 4e année. On a débloqué le problème la semaine d'après, évidemment. Mais j'étais partie sur ma 4e année. Tu sais que c'est peut-être lié. Hein. Ah bah non, mais moi je suis sûre que c'est lié. Le fait d'être soulagé, d'avoir et t'es dans des moi bonnes j'en suis persuadée. Mais j'ai quand même fait cette 4e année de thèse et j'ai été invitée à parler à Rennes. Donc j'ai fait mon séminaire, on a été déjeuner et puis en fait après j'ai beaucoup discuté en fait avec cette personne et donc je lui disais oui moi je pense que je préfère aller enseigner en prépa de toute façon et je lui ai raconté ces histoires de j'ai l'impression que moi je lis pas des bouquins machin, je lis pas des articles dans le RER, je sais pas quoi et elle m'a dit non mais en fait c'est pas vrai hein, les chercheurs ils lisent des bouquins comme tout le monde, ils ont leur vie, ils font du sport, ils ont des enfants, ils ont des vies de famille, ils partent en vacances, en week-end. Et elle m'a aussi dit que elle avait eu la même sensation pendant sa thèse et que elle a essayé. Elle a vraiment pendant sa thèse, elle est partie pendant quelques mois enseigner en prépa. Et en fait, elle a dit qu'elle avait pas du tout aimé ce côté justement concours et qui d'ailleurs, si on y repense, m'avait, je pense, pas forcément plu. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit ah ouais, ok. Et puis vraiment, je pense qu'elle m'a aussi redit que voilà, ce que j'avais fait en thèse était quand même vraiment très intéressant, que c'était. Et en fait, je suis sortie de là en me disant ok, en fait, je vais continuer dans la recherche. Et donc, je me suis dit, je vais aller faire un postdoc. Et en fait, ça me fait rire parce que tout à l'heure, quand tu m'as dit c'est la première fois où t'es partie de la région parisienne quand t'es partie à Rennes. Et donc je m'étais dit postdoc à l'étranger. Et pour moi, l'idée de partir à l'étranger, toute seule, parce que là je partais pas avec des amis, c'était un pas de dingue. C'était vraiment un pas de dingue pour moi. Donc il y avait une partie un peu stressante, mais je m'étais dit ok c'est ça, je vais faire ça. Et donc j'ai commencé à chercher, je suis revenue et j'ai vraiment dit ma petite sœur de thèse, donc celle qui était en thèse aussi avec mon directeur, je lui ai dit je vais aller faire un postdoc à l'étranger. Et en fait, c'est là où tout a changé, en fait, où je me suis vraiment dit go. La bascule, elle est là avec cette. En fait, quelque part, elle t'a un peu, parce que c'était un syndrome d'imposteur complètement. Que t'avais, d'illégitimité en fait, ouais. Mais que on est tellement nombreux à avoir ressenti. Moi, c'est pareil. Et qui part pas vraiment non plus. Comment? Qui part pas tout à fait non plus. Non, c'est sûr, c'est clair. Non, c'est vrai. Hein. Et d'ailleurs, j'insiste bien quand je vais voir les plus jeunes à leur dire que pensez pas que on est tous persuadés d'être des génies. Etc. Non, et en fait, quelque part, elle t'a donné de la légitimité. Ouais. Et c'est ce qui est ressorti de cette conversation. Et puis, je pense qu'elle m'a montré... parce que en fait, justement, c'est quelqu'un avec qui on avait commencé à parler du dernier bouquin qui était sorti ou je sais pas quoi. Et on a commencé à parler d'autres choses. Et puis surtout, elle m'a aussi dit, en fait, dans le métier d'enseignant-chercheur, il y a autre chose que la recherche. Et en fait... je pense qu'elle m'a un peu ouvert aussi l'esprit, enfin, fait comprendre que, en fait, non, le métier d'enseignant-chercheur, il est multitâche
Et c'est ça qui est aussi beau dans ce métier-là, c'est qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que je me suis dit, je vais peut-être trouver ma place dans ce monde-là. Et du coup, alors, si on regarde ta vie comme une longue route, est-ce que tu dirais que là, vraiment, clairement, sur ce rendez-vous, ça a été Oui, une fourche qui t'a fait carrément. partir dans une direction oui. Ouais, totalement. Complètement. C'est fou, ça. Ouais, donc, ça revient très régulièrement. Des fois, tu as des rencontres des gens qui, s'ils n'avaient pas été dans ta vie, tu ferais pas ce que tu fais aujourd'hui. Oui, ça c'est sûr. Là, Ok, donc tu reviens remonter à bloc. Donc là, on est en 2015, postdoctorat à l'Université technologique de Chalmers, en Suède. Donc raconte-nous, comment tu as trouvé ton postdoc Alors, j'ai commencé à dire aux gens que je cherchais un postdoc. Alors, la théorie des valeurs extrêmes, dans les extrêmes, ce qui est un peu agréable, c'est que la communauté n'est pas très grande. Alors, elle grossit de plus en plus, mais à l'époque... Je sais pas, on était peut-être dans la conférence qui a lieu tous les 2 ans, on était peut-être 200, 250. Donc c'est quand même des petites conférences quand on réunit toute la communauté. Donc c'est assez facile de parler aux gens et même aux plus âgés. Voilà. Donc j'avais commencé à dire que je cherchais un postdoc. Et en fait, il y a une amie que je connaissais assez bien dans la théorie des valeurs extrêmes qui elle, en fait, avait pas fait de postdoc. Elle a trouvé son poste vraiment juste après avoir soutenu sa thèse. Et elle m'a dit, il y a Holger Hudson qui m'avait proposé un postdoc, il a un financement. Elle me dit, écoute, contacte-le, il a peut-être quelque chose. Donc, je lui avais envoyé un mail. Mais vraiment, c'était un truc... Parce que j'avais cherché un peu... En fait, c'est assez compliqué de trouver un postdoc. C'est un peu comme une thèse. On sait pas trop où chercher. Et j'avais un peu regardé sur les pages web des gens, sur les universités, mais j'avais pas trouvé grand-chose. Et donc, j'avais fini par commencer à envoyer des mails aux gens. Maintenant, donc pour info, parce que comme des fois, il y a des auditeurs de tous les types et on a quelques jeunes étudiants qui nous écoutent. Pour info, par exemple, il y a Opération Post qui a une page postdoc. Alors, j'avais un peu cherché, mais j'avais pas trop trouvé. C'était moins développé que maintenant. Voilà, c'est ça. Donc, si vous cherchez des infos de ce type, vous pouvez commencer par là, par exemple. Et donc, je lui avais envoyé, il m'avait dit oui, pourquoi pas. Et il m'avait dit, on était en janvier, je crois, ou en décembre, il m'avait dit, viens passer une semaine à Chalmers en janvier. Et alors, en fait, donc je pense que dans mon côté... alors, j'ai un côté où j'aime beaucoup le Nord, je pense. Et j'ai toujours été attirée un peu par ces pays nordiques où j'avais jamais été. Mais en plus, je crois que dans mon côté d'angoisse, je vais partir seule à l'étranger. Je partais dans un pays assez safe. Et aussi, même administrativement, tout ça, les choses sont un peu carrées, on sait où on va. Donc je pense que ça me rassurait totalement. Et ça me paraissait un peu une évidence. Et je suis arrivée... donc j'ai quand même été passer une semaine là-bas. Et déjà, pour moi, c'était la première fois où je voyageais toute seule pendant une semaine. Je suis partie en conférence toute seule, mais j'ai retrouvé des gens que je connaissais, etc. Sûr. Là, j'allais à un endroit où je ne connaissais absolument personne. Et donc, je suis allée arpenter la ville toute seule, me balader, etc. Alors, il pleuvait des cordes. Ça, c'est la Suède. Et en fait, au début, je savais pas trop. J'avais un peu cette angoisse de vraiment, je vais partir là-bas toute seule. Et puis en plus, c'est pareil. Il me disait, évidemment, il n'est pas resté avec moi du lundi 9h au vendredi 17h. Donc, en fait, parfois, en effet, j'avais un bureau. Il me disait, je te laisse travailler. Mais ça, quand on est en thèse, c'est un peu spécial. On n'est pas dans son environnement. Oui, on a des choses à faire. On est en thèse. Mais moi, en plus, ma thèse a été quasiment finie de rédiger. Je savais pas trop quoi faire, en fait. Donc, je me sentais pas forcément très bien. Mais je sais plus pourquoi. J'ai dû faire mon séminaire après, parce que j'avais quand même fait un séminaire, du coup, pour présenter mes travaux. Et puis, je sais pas, il a dû commencer à neiger, etc. Et là, je me suis dit, non, en fait, je crois que là, je vais être bien. Et en fait, heureusement que je suis restée une semaine. Parce que sinon, je suis pas sûre que j'aurais... Et en fait, suffisamment de temps pour voir, pour sentir l'atmosphère. Ouais, exactement. Et en fait, je suis revenue et après, quelques jours après, il m'avait envoyé un mail en me disant que si je voulais, c'était OK pour le postdoc. Ok. Et du coup, voilà. Donc, je suis partie en septembre 2015. Ok. J'étais à Göteborg, qui est la 2e plus grande ville de Suède. Mais c'est pas très grand. Ça reste... déjà, Stockholm n'est pas méga grand. Mais du coup, Göteborg, c'est vraiment pas très... Enfin, pour une grande ville, c'est pas très, très grand. Donc, déjà, voilà, c'est à l'échelle humaine. Et c'est assez vert, donc je pense que j'y étais bien aussi. Et donc, c'est une année particulière, l'année de postdoc, parce que en fait, on a souvent pas mal de choses à gérer en même temps. Alors, des fois, ça dépend des gens, t'as des choses à finir de ta thèse, il faut en lancer des nouvelles, mais il faut également candidater. Donc, puisque à ce moment-là, tu te projetais dans la recherche, je suppose que tu as dû candidater. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous dire à quoi tu avais candidaté et comment tu as vécu cette période de concours ?
Donc j'ai commencé. Alors déjà il faut faire ce qu'on appelle le dossier de qualification qui permet de candidater. Donc ça c'est envoyé en décembre. Donc il faut faire un rapport de travaux et faire un CV en gros détaillé. Donc déjà j'avais commencé à faire ça c'est pour décembre. Donc ça arrive quand même très vite. Et j'avais candidaté au CNRS. J'avais pas spécialement de prétention d'entrer au CNRS et je n'étais pas sûre de vouloir, puisque moi j'aimais quand même le côté multitâche du métier d'enseignant-chercheur. Je voulais pas être chercheur, du coup je voulais les deux. Et donc, mais je m'étais dit ça me permettra de démarrer mon dossier. Donc j'avais quand même candidaté, parce que le CNRS c'est en décembre, j'avais quand même commencé en décembre à rédiger mes dossiers. Donc j'avoue que c'était un peu stressant parce que c'est pas facile en fait, c'est les premières fois où on rédige des projets comme ça en disant qu'est-ce que j'ai fait. Voilà, c'est pas un article de recherche, hein, on essaye du coup on est obligé de prendre un peu encore plus par rapport à la thèse du recul. Ouais. Surtout qu'il y a une partie où on doit expliquer ses projets futurs aussi. Voilà. Donc, alors là c'est ça. Il fallait que je commence à avoir des projets futurs et j'étais un peu perdue, j'avoue, je savais pas trop. Mais je gagnais aussi un peu en maturité où je commençais à me dire c'est normal que ça soit dur et que ça prenne du temps. Avant j'avais un côté, je pense que c'est le stress qui fait ça, on a envie de cocher. Parce qu'on se dit j'ai ça à écrire et je sais pas faire en fait. Mais je me disais ça va prendre tranquillement. Voilà. Mais on est quand même plein de doutes au moment où on rédige les choses parce qu'en fait il y a une espèce d'introspection qu'on est en train de faire, c'est vraiment un peu difficile. Et en plus de ça, c'est que pendant tout ce temps-là, j'ai pas forcément le temps de travailler sur mes sujets de postdoc. Voilà, c'est pour ça que je dis l'année de postdoc. Voilà, donc elle est assez compliquée. Et donc, en plus, je cherchais aussi, parce que donc mon postdoc, c'était 1 an peut-être renouvelable 2. Donc quand j'ai commencé à demander à mon directeur de postdoc, il m'a dit oui, il faut que je regarde comment on va faire, mais il me répondait pas. Franchement, on était déjà fin janvier. Donc il fallait quand même que j'attaque. Et donc dans les conférences, je commençais à en parler ou à demander. Et il y a plein de gens qui m'ont dit moi j'aimerais beaucoup de prendre un postdoc, mais en fait j'ai pas les financements. Et donc en fait j'étais plus stressée par le fait de trouver un plan B que les candidatures parce que les candidatures de maître de conf, c'est difficile, c'est acté pour tout le monde, c'est normal, on peut y mettre 2 ans, peut-être 3, voire plus. Et du coup ça me stressait moins en fait, alors que de me dire il me faut un plan B pour septembre, ça c'était quand même beaucoup plus stressant. Ouais, quoi. oui, bien sûr. J'ai fini par trouver et donc j'étais un peu soulagée, mais même j'ai eu des gens qui me disent mais tu parles que de ça. En même temps oui, je sais pas comment je vais manger en septembre. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc moi j'ai trouvé ça plus difficile de trouver la suite que de trouver mon poste de maître de conf en fait. Ouais, parce que c'est pas la même temporalité. Comme tu dis, il y en a un, tu te dis, si je l'ai pas tout de suite, c'est pas grave. L'autre, c'est, qu'est-ce que je fais l'année prochaine? C'est ça, il faut le plan B. Une fois qu'on a le plan B, on se dit, ok, je cherche si je trouve plus, mais au moins j'ai un plan B si jamais ça marche pas. Donc ça, c'est un peu stressant. Et alors, quand même pour l'histoire, parce que après, ça a vraiment son importance, j'ai fait une conférence à Marseille. Donc il y a un grand centre pour faire des conférences à Marseille qui s'appelle le CIRM. Et il y avait notamment des gens de Paris 6, donc de Jussieu à Paris 6, où j'avais candidaté, du LSTA. Et il y a une personne qui arrive, donc Olivier Lopez, qui arrive après il est arrivé quelques jours après. Et donc, lui, il y avait un poste chez eux, même 3, j'avais candidaté à 2. Et qui m'explique que, en tout cas, il y a un des postes qui est vraiment fléché actuariat, qui a besoin d'aide en actuariat, etc. Donc moi j'écoute, je dis oui, d'accord. Et puis au fond de moi je me dis mais c'est pas du tout pour moi ce poste du coup, parce que je fais pas du tout d'actuariat et je me dis je fais pas de finance et donc je ne peux pas candidater sur ce poste-là. Donc ça se passe, etc. Et je découvre aussi que je connais des personnes qui sont dans les comités de sélection, notamment de ce poste-là, parce qu'en fait il y a des gens de la communauté de la théorie des valeurs extrêmes qui sont dans donc ça aussi c'est quand même un truc. C'est pour ça que ça vaut le coup vraiment de faire des conférences, de voyager quand on est en thèse et en postdoc, parce que c'est pas que juste les gens qui recrutent, c'est-à-dire de l'université ou du laboratoire qu'on rencontre. Il y a aussi le fait que, en fait, dans les comités de sélection, il y a moitié de locaux, moitié d'externes, et que le fait que les gens nous connaissent, en tout cas, ça joue vraiment. Et donc après, commencent à sortir les résultats pour les auditions. Donc il y a la première étape où les dossiers sont sélectionnés pour être auditionnés. Et le premier résultat qui sort, c'est Strasbourg, et je ne suis pas auditionnée. Et alors là, pour moi, c'est l'hécatombe. Je me dis, en fait, je serai jamais auditionnée, j'aurai rien.
bah voilà, je me dis mais c'est tant pis quoi. Et je pense qu'en effet, de toute façon, quand on fait des dossiers comme ça, il faut y croire, sinon ça marche pas. Et donc c'est un peu, voilà, c'est quand même moralement c'est assez difficile. Ouais, c'est un coup dur quoi. C'est un coup dur. Et en fait, bon après, il y a eu tous les autres résultats. Et je crois que j'ai eu 7 auditions ou quelque chose comme ça. Donc j'ai dit aux gens après, vous avez le droit de vous moquer de moi. Et bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à Strasbourg, ils avaient déjà beaucoup de représentants de la théorie des valeurs extrêmes. Et que du coup, c'est pas ça qu'ils voulaient, mais en fait, moi, je le savais pas à cette époque-là. C'est ça qui est pas facile, je trouve, dans toute cette aventure de candidature, etc. C'est qu'il y a tellement de paramètres. Ça dépend pas juste de nous. Alors, on peut être au top. On peut être au top de notre niveau, les meilleurs, etc. Il y a aussi une question d'adéquation à ce qu'ils recherchent. En fait, c'est très compliqué. Moi, c'est ce que je dis toujours aux jeunes là qui candidatent maintenant, c'est que en fait, il y a tellement de choses. C'est exactement ça. Il y a tellement de paramètres. Ça dépend des thématiques, de qui candidate en même temps, de qui est dans les comités, parce que ça joue aussi. Bien sûr. C'est pas tout joue pas sur ça, mais il y a une partie de ça qui forcément, si on a vu la personne 3 fois en séminaire, on peut vraiment dire, je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai vu en conférence, c'est quelqu'un de sapin, c'est quelqu'un de solide, on peut compter sur cette personne. Ça compte aussi, forcément, ou en tout cas, ça peut faire basculer quelque chose. Ça dépend du nombre de postes qu'il y a cette année-là, ça dépend de ce qu'ils ont reçu l'année d'avant. Donc, il y a plein de choses en fait qui entrent en compte et c'est ça qui est difficile. Et au moment où on candidate, on ne sait pas forcément. Et oui. Pas mal de choses que tu viens de dire. Toi comme moi, on est passé de l'autre côté. Maintenant, on est dans des comités de sélection. Et donc, effectivement, ça met vraiment les choses en perspective. Parce totalement. Que quand tu passes de l'autre côté, tu vois que des fois, ça se joue à vraiment pas grand-chose. Oui, c'est vraiment ça. En 2016, arrivée à Sorbonne Université en tant que maîtresse de conférence où tu es depuis.